Boomerang Éditeur Jeunesse présente La vie inattendue de Tom Riley. Tome 3, Les cités fantômes. Un livre écrit par William Harbour, lu par Joachim Lamoureux. À mes deux grandes passionnées de lecture, je vous aime. Chapitre 1. Cauchemar. Tom Riley était assis, tranquille, à une table du petit café qui se trouvait dans l'aile H de l'agence. Il était plongé dans le livre « Impulsion télékinétique » de Rodrigo Gutiérrez, une gracieuseté de June, qui lui avait conseillé l'excellent ouvrage à la bibliothèque. Soudain, toutes les lumières s'éteignirent. À peine 5 secondes plus tard, elles se rallumèrent au grand soulagement de Tom, qui pouvait ainsi continuer sa passionnante lecture. Après un instant, l'adolescent remarqua qu'un silence de mort régnait dans la vaste pièce. Lorsque la télécommande en main, il voulut rallumer la télévision, il constata que celle-ci avait disparu. Comment est-ce possible? Une télé, ça ne s'envole pas comme ça, se dit-il. Puis, les lumières s'éteignirent de nouveau. Cette fois, les néons se rallumèrent encore plus vite, mais se mirent rapidement à grésiller et à clignoter. Une seconde, la noirceur était maître de l'endroit, et la seconde d'après, une lumière aveuglante inondait la pièce. Lorsqu'au bout d'un moment, les yeux de Tom s'habituèrent à ce clignement frénétique, il s'aperçut que la table à laquelle il était assis avait également disparu. Paniqué, Tom voulut bondir de sa chaise, mais n'y parvint pas. On aurait dit que des cordes invisibles le retenaient prisonnier et l'empêchaient de se lever. Le souffle court, après un effort désespéré et infructueux pour se libérer de sa fâcheuse position, le garçon chercha à se calmer et observa les alentours. Ce n'était pas uniquement sa table qui s'était volatilisée, toutes les autres meubles s'étaient également envolés. Le scintillement des tubes fluorescents cessa, mais ceux-ci se mirent à vibrer bruyamment avant d'éclater les uns après les autres dans un feu d'artifice d'étincelles et de verres brisés. Seul dans la noirceur, les cheveux couverts de débris de verre, Tom scrutait les parages, à l'affût du moindre mouvement, du moindre son. Brusquement, une paire d'yeux verts luisants apparut droit devant lui. Puis une autre et une autre encore. Bientôt, une douzaine de paires d'yeux oppressants le fixaient sans ciller. Ses regards mal intentionnés semblaient se rapprocher dans la nuit impitoyable. Une haleine putride lui parvint. Tom eut un haut-le-cœur. Il ne faisait aucun doute dans son esprit que des créatures sinistres allaient sous peu le dévorer. Tout à coup, une puissante lumière aveugla complètement Tom. Il lui fallut quelques secondes avant d'être capable de rouvrir les yeux. Lorsqu'il y arriva enfin, il constata que ces mystérieux monstres n'étaient plus là. La pièce éclairée comme par magie en l'absence de néon était vide. Vide, à l'exception de ce volumineux bouquin, à la couverture craquelée, écrit par Rodrigo Gutiérrez. Comme il ne pouvait toujours pas bouger de sa chaise, Tom se concentra sur le manuel, qui gisait sur le sol près de lui. Le livre se mit alors à trembler grâce à la seule force de la pensée de l'adolescent, puis glissa vers lui. À ses pieds, il s'éleva dans les airs, s'ouvrit comme par enchantement et commença à battre de ses pages, comme s'il s'agissait d'elles. Tom comprit vite qu'il n'avait plus aucun contrôle sur le livre volant. Non seulement le vieux bouquin volait-il tel un oiseau, mais il croassait comme un corbeau. Il finit par se percher sur la tête du garçon. Tom ne pouvait désormais plus le voir, il ne faisait que ressentir son poids considérable sur son crâne. Étrangement, il sentait ses pattes gratter désagréablement dans ses cheveux. « Comment est-ce possible? Ce livre n'a pas de pattes !» pensa-t-il, avant que son oreille droite ne subisse un violent coup de bec. Sentant la curieuse créature se déplacer vers son front, il ferma instantanément les yeux, de peur que ceux-ci ne soient aussi visés par le malicieux livre-oiseau. Quelque chose tomba alors sur son épaule et dégringola jusqu'au sol.
Surpris de ne pas encaisser une nouvelle attaque, Tom rouvrit les yeux lorsqu'il se rendit compte qu'il ne percevait plus la présence singulière du livre oiseau sur sa tête. Il remarqua un œuf qui s'était écrasé à ses pieds. Étonné du fait qu'un livre puisse aussi pondre un œuf, il découvrit qu'un bout de papier contenant de l'écriture se cachait sous sa coquille cassée. Avec son soulier, il écarta les morceaux de coquille et l'intérieur baveux de l'œuf pour lire un message lui provenant de sa mère. « Peu importe que ce soit vrai ou faux, je t'aime. Sois prudent, maman. » Tom prit une profonde inspiration pour s'empêcher de pleurer. Lorsqu'il releva la tête, il vit que ses parents flottaient dans les airs devant lui, suspendus la tête en bas. On aurait dit qu'un géant invisible tenait Kate et Michael Riley, chacun par une jambe, en les maintenant au-dessus du plancher. « Papa, maman !» s'écria Tom. « Tom, mon chéri, est-ce que tu veux plus de patates? Oh, je suis si contente que ma nouvelle recette te plaise. Tom, mon chéri, est-ce que tu veux plus de patates? Oh, je suis si contente que... » Ni son père ni sa mère ne semblaient l'entendre. Tandis que Kate paraissait vouloir répéter à l'infini 2 phrases anodines, Michael marmonnait quelque chose à propos d'une clé à molette qu'il n'arrivait pas à retrouver parmi ses outils dans le garage. C'était comme si leur cerveau était prisonnier dans une sorte de boucle temporelle d'un moment banal du quotidien. Mais quelque chose se produisit ensuite. « Tom, mon chéri, Erich, non. Mon chéri, Erich, non. Mon chéri, Erich, non. Mon chéri, sauve-toi. Je t'en supplie, cours. Laisse-nous ici, cours, sauve-toi. » s'écria sa mère. Son esprit, peut-être plus combatif que celui de son époux, était parvenu à se libérer de la troublante séquence cyclique. Toujours la tête en bas, elle se débattait avec fureur et semblait asséner des coups de poing à l'être invisible qui la retenait. Bien docile à côté d'elle, son mari demeurait obsédé par une réparation qu'il ne pouvait effectuer sans sa clé à molette. « Maman, je voudrais tellement vous aider, mais je n'arrive à rien. On dirait que je suis collé à cette maudite chaise. » s'époumonnait Tom, en tentant de toutes ses forces de se lever. La créature invisible décida alors de partir en emportant avec elle Michael et Kate Riley. Ils passèrent au travers du mur, qui était devenu une sorte de membrane opaque et liquide. Tom continuait de crier seul dans la grande pièce vide, mais plus un son ne sortait de sa bouche. Peut-être était-ce parce qu'il n'y avait plus personne pour l'entendre? Un zuir, sous l'emprise de la sinistre transformation passagère que subissent parfois les individus de son espèce, pénétra au bout d'un moment dans la salle, en traversant lui aussi cette obscure pellicule. Il s'avança d'un pas calme et assuré vers l'adolescent qui avait retrouvé l'usage de la parole. « Qu'avez-vous fait de mes parents? » lui demanda Tom, avec hargne, en le regardant droit dans les yeux. Le zuir approcha son visage de celui du garçon, alors que ses traits horrifiants commençaient à s'estomper. Ses crocs monstrueux, ses griffes dangereuses, sa pilosité abondante et ses muscles disproportionnés s'évanouirent en quelques instants. Le zuir, qui se tenait à présent accroupi face à Tom, avait la même carrure que lui. Ses yeux pairs, son nez droit, ses cheveux châtains mi-longs, les moindres détails de son visage étaient identiques à ceux de l'adolescent. C'était nul autre que Tom lui-même. « Non !» gueula Tom, en se démenant avec l'énergie du désespoir. Après avoir lutté une dernière fois pour se libérer de sa chaise, le garçon éclata en sanglots. Rapidement, il se rendit compte que son double s'était aussi mis à sangloter. Lorsqu'il cessa de pleurer et releva la tête pour regarder son jumeau zuir, celui-ci en fit autant. Leurs mouvements étaient identiques, si bien que Tom avait l'impression de se dévisager dans un miroir. Son sosie esquissa alors un sourire niais, puis commença à rire un peu en se tortillant. Tom comprit à ce moment-là que lui-même riait, en s'agitant drôlement. « Hé, tu peux arrêter de me lécher la face, Malik !» fit Tom, confus en se réveillant.
Le chien, qui donnait des coups de museau et de langue sur le nez de l'adolescent, n'était pas celui qui l'avait accompagné pendant son enfance. Non, il s'agissait plutôt de Hector, le nouveau fidèle compagnon de M. Bobrovsky, le gardien de nuit Almasty, que tous les apprentis traqueurs appelaient Boris. Depuis que des Dantros et un Gornan s'étaient aventurés trop près de l'agence et avaient essayé de s'emparer de Tom quelques mois auparavant, 4 chiens gardaient les abords de l'immense édifice et Hector, le berger allemand, était devenu le comparse idéal du vieux veilleur de nuit. « Je l'ai trouvé étendu par terre », fit une voix âgée au loin. « Comment va-t-il » questionna une voix familière. Quelques pas précipités plus tard, Daniel Pollack était auprès de Tom et l'aidait à se relever. Pollack était le plus cordial des sous-directeurs de l'agence et de loin le plus compatissant envers l'adolescent. L'homme à la fin de la quarantaine, toujours soigneusement habillé, était particulièrement tiré à 4 épingles ce soir-là. « Comment ça va, Tom? Que s'est-il passé ?» demanda-t-il avec empressement. « Je me sens un peu sonné, » répondit le garçon en se massant la nuque. « J'ignore ce qui est arrivé. Je n'ai absolument rien fait. » Pollack jeta un coup d'œil autour de lui et remarqua l'écran brisé de la télévision accroché au mur. Une télécommande qui avait sans doute servi de projectile improvisé était détruite et éparpillée en 1000 morceaux par terre. « Je n'ai pas lancé cette commença Tom, en voyant que Pollack se posait des questions, mais il s'interrompit subitement. Le sous-directeur le regarda en fronçant les sourcils, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'il avait voulu dire. Tom lui-même ne saisissait pas exactement ce qui avait bien pu arriver. Il se souvenait de l'introduction de l'affreux reportage à son sujet, diffusé sur les ondes de HCCTV, Human Creature Corporation Television. Il se rappelait également la rage qui s'était emparée de lui en entendant Howard Blue le calomnier. La suite était nébuleuse. La télécommande semblait avoir d'elle-même violemment quitté la couverture usée du livre Impulsion télékinétique pour aller se jeter sur l'écran du téléviseur. Depuis quelques semaines déjà, Tom se passionnait pour les ouvrages portant sur les pouvoirs infinis de la pensée. Avait-il pu projeter cette télécommande par la seule force de son esprit avant de s'évanouir et de tomber sur le sol? Il l'ignorait. Ce qu'il n'ignorait pas, par contre, c'était que la télékinésie n'était pas particulièrement bien vue par les autorités de l'agence. Aussi, après tout ce qu'on avait pu dire à son sujet, ajouter de violents pouvoirs télékinétiques à la liste des soupçons le concernant n'était certainement pas souhaitable. Bien qu'il se fût toujours montré fort aimable à son égard, Daniel Pollack était néanmoins une tête dirigeante de l'agence, et il valait mieux ne pas trop lui en révéler. « Pourriez-vous m'apporter un linge propre et mouillé ?» demanda Pollack à M. Bobrovsky, tout en adressant un sourire empathique à Tom, qu'il voyait tâter le sang qui avait séché sous son nez. Le sous-directeur posa ensuite une série de questions pour vérifier si Tom n'avait pas subi une commotion cérébrale. Les réponses de l'adolescent furent encourageantes. Le gardien de nuit Almasty, au pelage hirsute aussi blanc que celui d'un yéti en raison de son âge avancé, leur tendit un chiffon imbibé d'eau et Pollack alla lui parler un peu plus loin en privé, pendant que Tom se nettoyait le visage. Puisqu'il était capable de lire sur les lèvres, le garçon fut en mesure de déchiffrer ce que Daniel Pollack disait au veilleur de nuit. « Monsieur Bobrovsky, je souhaiterais que vous restiez discret concernant l'incident de ce soir. Je crois que ce qui s'est passé ici est relié à un pitoyable reportage présenté plus tôt sur HCCTV. J'ai écouté ce ramassis de conneries tout à l'heure et franchement, on peut comprendre un peu la réaction excessive du jeune Riley. Je ne voudrais pas que cet incident lui nuise davantage. Je pense qu'il a assez d'ennuis comme ça, d'accord? J'aimerais que vous décrochiez la télévision du mur. Débarrassez-vous-en et allez en chercher une autre dans la réserve du comptoir de l'audiovisuel de la bibliothèque. Je suis convaincu qu'ils en ont au moins une ou deux en surplus. Je sais que c'est fermé, mais vous avez la clé pour entrer. Laissez-leur ce mot, ajouta-t-il, pendant qu'il griffonnait un message sur un bout de papier. Comme ça, ils comprendront que c'est moi qui ai demandé ça. Si ça se trouve, ce sera un téléviseur pareil à celui-ci,
puisqu'ils achètent tout en paquet. Grâce à vous, ici, personne ne remarquera rien, et ce sera pour le mieux, croyez-moi. M. Bobrovsky s'attela à la tâche, et Polak revint auprès de Tom. « Que dirais-tu d'aller faire une petite marche dehors? Je pense que ça pourrait te faire du bien. » Tom acquiesça. À l'extérieur, un superbe ciel étoilé les attendait. C'est dommage qu'il y ait autant de pollution lumineuse. Une nuit aussi parfaite, sans nuages et sans lune, la Voie lactée serait fantastique à observer, dit Polak, pour entamer la conversation. Sans aucun doute, approuva Tom, déjà plus détendu. Tu es chanceux que je me trouvais encore au travail à cette heure-ci, surtout un vendredi soir. Ma fille et moi avions prévu un souper au restaurant, mais elle ne se sentait pas bien, alors elle a annulé. J'en ai profité pour lire quelques dossiers. Vous avez des enfants? Lui demanda Tom. Une fille. Elle est merveilleuse, révéla Polak, en souriant, avant de donner un conseil à Tom. J'ai conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essaie de ne pas trop t'inquiéter de ce que racontent les imbéciles. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Je sais ce que vous avez fait pour moi tout à l'heure. J'ai lu sur vos lèvres lorsque vous avez donné des ordres à M. Bobrovsky. Avoua l'adolescent. Oh, eh bien, je répondrais, pourquoi ne pas être sympa avec quelqu'un qui l'est? Pour moi, les choses sont simples. Il y a les gentils et il y a les méchants. Bon, entre les deux, c'est vrai qu'il y a des gens et des créatures aussi qui pataugent en zone grise. Mais en fin de compte, on arrive presque toujours à départager et à savoir à quel groupe ils appartiennent. Toutes les fois où on s'est croisés, tu as été poli, aimable. Je ne pense pas que tu sois bien méchant. Je peux me tromper, mais pour l'instant, c'est la version que je retiens. Dit-il, sourire en coin, avant que son expression ne s'assombrisse légèrement. Je crois juste que le malheur t'a frappé, un peu comme il m'a également ciblé il y a longtemps. Comment ne pas être empathique envers toi, avec tout ce que tu vis comme épreuve? Pour vous non plus, la vie n'a pas été facile? Que vous est-il arrivé? Le questionna Tom. Ma mère était danseuse, chanteuse et actrice, et mon père traqueur pour l'agence. Je les ai perdus dans un bête accident de la route lorsque j'avais 11 ans. Un orignal a traversé le chemin et mon père a voulu l'éviter. L'auto a fini contre un arbre. Assis sur le siège arrière, j'ai eu plus de chance. On peut dire que c'est pratiquement l'agence qui m'a élevé. Nos parents qui nous manquent, je sais ce que c'est. Mais tes parents, on les retrouvera sains et saufs, j'en suis certain. Je suis vraiment désolé, réagit le garçon, ému. Merci. Ils étaient comment, vos parents? Constatant que Tom éprouvait du chagrin pour lui, tout en pensant à ses propres parents, le sous-directeur lui répondit avec une expression lumineuse sur le visage. Il voulait lui faire ressentir qu'il était aujourd'hui en paix avec ce passé tragique, comme pour l'aider à comprendre que les choses finissent toujours par s'arranger. Ma mère était vraiment très belle. Elle se produisait sur Broadway. Et si tu veux mon avis, mon père était un sacré vénard d'avoir pu épouser une femme si talentueuse, aimante et élégante. Il était un peu grassouillet, avec un grand nez et des oreilles énormes. Et je ne parle pas de ses cheveux, on aurait dit de la paille. Jeune à l'école, ses compagnons de classe l'appelaient « la balle de foin ». En plus, il était souvent grognon. Tous deux restent dans mes souvenirs, dans un tas de beaux souvenirs. Je n'arrête pas de penser à mes parents. J'ai également beaucoup de souvenirs géniaux. Ils sont vraiment super. Ah, je sais, je les connais bien, lui répondit Polak, avec un sourire sincère. Oui, c'est vrai, et vous connaissez une partie d'eux que moi je ne connais pas du tout. Polak lui raconta alors quelques anecdotes au sujet de Kate et Michael, les traqueurs dégourdis si appréciés de leurs collègues. Avant de retourner à l'intérieur, il lui posa une question. « Dis-moi, Tom, j'ai vu que tu avais un livre de Gutiérrez tout à l'heure. Tu t'intéresses à la télékinésie? » La question prit Tom de court, si bien qu'il bafouilla d'abord quelques mots incompréhensibles avant de se ressaisir.
Oui, c'est un sujet intéressant. Et que sais-tu à propos de la télékinésie? Très peu de choses, en fait. Savais-tu qu'on peut écrire sur le sujet, l'étudier, l'apprendre, mais qu'on ne peut pas en faire usage? La télékinésie est considérée comme très embêtante, voire dangereuse. On raconte que Gutiérrez, par exemple, était capable de déplacer des objets d'assez bonne taille grâce au pouvoir de son esprit. Pour cette raison, l'agence le gardait à l'œil. Il prétendait que la télékinésie était une force à la portée de tous et qu'il suffisait d'entraîner son cerveau pour arriver à s'en servir. Il faisait un parallèle avec les muscles du corps humain, qu'on n'a qu'à faire travailler si on souhaite ressembler à un culturiste. Si tu veux mon avis, c'était un peu trop optimiste comme vision. C'était de la frime, juste un truc pour vendre plus de livres. Et ces bouquins se sont effectivement très bien vendus, parce que monsieur et madame tout-le-monde s'imaginaient sans doute qu'ils pourraient passer la balayeuse sans avoir à se lever le popotin. D'ailleurs, même si son analogie avait été vraie, ce ne sont pas tous les gringalets qui peuvent finir par ressembler à Dwayne Johnson avec un peu de bonne volonté. Non, je suppose qu'il faut avoir quelques prédispositions. Et quelles sont-elles exactement? Lui demanda Tom. Ça, c'est un mystérieux mystère. Je crois que la science moderne serait peut-être en mesure de nous aiguiller là-dessus. On pourrait, par exemple, faire des recoupements entre toutes les personnes et créatures qui ont fait preuve de cette habileté pour trouver ce qu'elles ont en commun. Les créatures aussi peuvent faire de la télékinésie? Oui, quelques huîtres ont déjà fait la démonstration de ce talent par le passé. Mais vois-tu, toutes les personnes ou créatures qui en sont capables sont fichées dans un répertoire depuis un sacré bout de temps par l'agence. De nos jours, elles auraient même l'obligation de porter un bracelet électronique avec géolocalisation. Sais-tu combien il y a de noms sur cette liste d'individus aujourd'hui? Non, répondit Tom, en s'efforçant de ne pas déglutir trop bruyamment. Aucun. Plus un seul. Pas le moindre nouveau nom ne s'est ajouté à cette liste depuis plus de 40 ans. Et tous ceux qui y figuraient sont maintenant décédés. Alors de deux choses l'une. Soit plus personne n'en est capable, soit il n'y a personne qui a envie de montrer cette aptitude extraordinaire en public, pour la raison que je viens de t'énoncer. Cela fait si longtemps qu'on a vu quelqu'un utiliser des dons télékinétiques que bien des gens croient plutôt aujourd'hui à un canular. Ils pensent que l'on s'est fait berner autrefois. Et vous en pensez quoi? Oh, il y avait suffisamment de protocoles de vérification sérieux à l'époque. L'agence ne s'est certainement pas laissée tromper par des illusionnistes. La télékinésie est bien réelle. De retour dans l'aile H, l'adolescent vit M. Bobrovsky en train de sortir un téléviseur neuf de sa boîte. Il ne manqua pas de le saluer avec un hochement de tête et un sourire reconnaissant. Pollack pressa Tom d'aller dormir et de ne surtout plus repenser au lamentable reportage présenté à son sujet, tout en lui conseillant de ne jamais rester seul trop longtemps avec un sentiment de colère. Il lui suggéra aussi de bavarder à propos de la télékinésie avec son oncle Robert, s'il voulait en savoir plus à ce propos. Couché dans son lit, Tom ne pouvait s'empêcher de réfléchir à ce que lui avait raconté Daniel Pollack concernant la télékinésie. Il se demandait si le sous-directeur avait compris qu'il avait possiblement fait, bien malgré lui, usage de cette aptitude troublante, ou s'il avait à tout le moins des doutes à ce sujet. Il avait cependant la nette impression que ses propos sonnaient comme une bienveillante mise en garde. Pourquoi sinon se serait-il empressé de lui dire d'une façon à peine voilée qu'il était peut-être préférable aujourd'hui de cacher ce talent particulier? Dans les jours qui suivirent, Tom fut ravi de constater que le regard des autres envers lui n'avait pas vraiment changé. Apparemment, ses amis, tout comme les employés de l'agence, accordaient bien peu d'importance aux propos saugrenus de Howard Blue et de l'émission Blue Time Dossier spécial, qu'il avait pris à partie. Au lendemain de la diffusion du reportage, Annabelle et Eric vinrent le voir pour lui remonter un peu le moral, et tous les trois passèrent finalement une bonne partie de la fin de semaine à s'amuser avec des jeux de société. Comme toujours, le jeu « Crée ton monstre » ne manqua pas de divertir Tom. Mais c'est la nouvelle version célébrité du jeu Yeti ou Yeti pas qui les fit le plus rigoler. Robert, lui, fulminait.
Il passa presque tout le week-end avec une humeur de chien, à repenser à toutes les fausses et scabreuses informations proférées au sujet de son neveu sur les ondes de HCC-TV. Tom ne l'avait jamais vu dans un état pareil. Pour Robert, ces pseudo-journalistes étaient allés trop loin avec leurs allégations sensationnalistes et sans fondement. Il fallait leur en faire payer le prix. Il se disait prêt à les attaquer en justice, en utilisant toutes ses économies pour rétribuer les meilleurs avocats. Heureusement, Mélina réussit à lui faire comprendre que dans l'immédiat, le plus important était d'apporter un peu de paix d'esprit à son filleul. Pour cela, il valait mieux retrouver la bonne humeur et devenir un exemple de résilience. Par ailleurs, la douce et brillante copine de Robert entama avec fébrilité le lundi matin ses nouvelles fonctions d'enquêteuse au département des créatures marines. Bien que Jerry Rumble ne fît guère preuve de sympathie à son égard, Tom était convaincu que Pollack n'avait sans doute parlé à personne de ce qui était arrivé au cours de la soirée du vendredi. Rumble, l'énergumène des affaires internes, lui répéta une nouvelle fois qu'il l'avait à l'œil lorsqu'ils se croisèrent dans un couloir de l'agence. Mais venant de la part de quelqu'un qui surveillait tout le monde, sauf peut-être lui-même, cela n'avait rien de vraiment surprenant. Le simple fait que Rumble ne lui avait posé aucune question et n'avait absolument rien abordé en particulier, comme des soupçons sur d'éventuels dons télékinétiques par exemple, rassura Tom. Certains employés de l'agence, comme Mme Binkowski du Central des communications, ou les jumeaux professeur Sasquatch, Jack et Jim, s'étaient montrés particulièrement empathiques envers Tom, après la diffusion du venimeux reportage. Slavomir Redostny, en revanche, ne brilla pas par sa cordialité. Bien que le redoutable traqueur Zwier se fût brièvement ouvert à Tom lors d'une conversation à l'infirmerie de l'agence, quelques mois auparavant, il avait retrouvé son tempérament glacial. Depuis que les 3 Sasquatch qui avaient semé l'émoi dans le théâtre de Hava-Elsa avaient été relâchés, puisqu'ils n'avaient commis que des délits mineurs, il était furieux presque en permanence. Il faut dire que ceux-ci s'étaient plaints en cours et auprès des journalistes qu'il avait fait preuve de brutalité pendant leur arrestation, et que maintenant, à peu près tout le monde savait qu'il était un Zwier. S'il continuait néanmoins de diriger l'enquête sur l'enlèvement de Michael et Kate, il ne se présentait que très rarement sur le terrain. Il se doutait que sa présence engendrerait un manque de coopération de la part des créatures qui, pour la plupart, craignaient les Zwiers. Un peu plus chaque jour, il avait l'impression de devenir un malheureux gratte-papier. Ce n'était certainement pas un petit reportage désobligeant sur Tom Riley qui allait adoucir ses manières envers l'adolescent. Tom voulait comprendre davantage ce qui était survenu au juste lorsqu'il avait subitement détruit ce téléviseur. Mais il savait qu'il lui fallait être prudent. Il se sentait stupide de ne pas en avoir discuté avec Annabelle et Eric. Il était convaincu qu'il pouvait faire totalement confiance à ses 2 meilleurs amis et qu'il pourrait peut-être même l'éclairer sur le sujet. Néanmoins, il ne trouvait pas les mots et le courage pour leur parler de ce qui était arrivé. Il passa des heures à essayer de faire bouger en vain une pièce d'un cent par le seul pouvoir de sa pensée. Chaque fois qu'il sentait la frustration l'envahir et un bouillonnement sombre sur le point de s'emparer de lui, il avait l'étrange impression qu'il approchait de son but. Alors il arrêtait tout. Il avait peur de causer à nouveau des dégâts, bien malgré lui, et ce, même avec une si insignifiante petite pièce de monnaie. Son inquiétude lui paraissait presque irrationnelle, mais il ne parvenait pas à s'en défaire. Il craignait d'être démasqué et surveillé pour toujours. Mardi, en fin de journée, Tom pensait avec une certaine appréhension au cours qu'allaient donner Jack et Jim le lendemain soir. Un test théorique sur l'art de la filature était prévu au programme. Il reverrait aussi, pour la première fois depuis la diffusion de ce reportage, tous ses autres camarades apprentis traqueurs. Il avait hâte de passer un peu de temps avec Eric et Annabelle, mais il craignait de constater de la méfiance dans le regard de certains de ses compagnons de classe. Par ailleurs, il lui semblait de plus en plus étrange d'être l'une des rares personnes à ne pas avoir réellement vu l'émission en question, puisqu'il avait perdu connaissance peu de temps après son début. Lorsque très tard, il finit par sombrer dans les bras de Morphée,
Les cauchemars à propos de ses parents, captifs de viles créatures, et de son impuissance à leur venir en aide, reprirent de plus belle. Chapitre 2. Les cités fantômes. « Tu es certain d'avoir terminé ?» demanda Jack, de son habituelle voix posée et bienveillante au petit Jimmy, le dernier à remettre sa copie d'examen. Le jeune garçon afro-américain, qui n'était d'ailleurs plus si minuscule car il avait beaucoup grandi au cours des 3 derniers mois, fit signe que oui, avec un sourire confiant. « Vous avez fait ça en moins d'1 heure. J'ai hâte de lire vos réponses. » s'exclama Jim, leur sympathique professeur Sasquatch et frère jumeau de Jack. « Je propose qu'on aille se dégourdir les jambes. Qui vient avec moi faire quelques tours de l'immeuble en courant ?» Manifestement, Jim avait bu beaucoup trop de café ce jour-là, et il débordait d'énergie. Comme beaucoup de Sasquatch, il avait développé une véritable addiction envers la populaire boisson amère, à laquelle il carburait comme un écureuil en manque de noisettes qui aurait découvert un trésor de pralines. Alors que Jim, toujours aussi enthousiaste, sprintait comme un déchaîné autour de l'édifice ancien en briques rouges qui était le siège principal de l'agence américaine, ses élèves profitaient plutôt d'une pause bien méritée. À l'arrière de l'imposant bâtiment du 19e siècle, un spectacle singulier s'offrait à leur vue. Près d'un grand arbre, sous lequel Tom et ses 2 meilleurs amis avaient pris l'habitude de lire pendant l'été, Warsan exécutait une danse étrange. Le Gornan un peu frêle, qui était sans doute l'un des individus les moins effrayants et redoutables de son espèce, s'adonnait avec maladresse à une danse de séduction. Au cours des dernières semaines, Wirnahe et lui s'étaient vus octroyer le droit d'ériger chacun sa hutte Gornan afin de se loger de façon traditionnelle sur le terrain de l'organisation secrète. C'était devant la hutte qu'habitait Wirnahe que Warsan se déhanchait en claquant bruyamment des dents. Il avait apparemment appris aux chiens de garde de l'agence, pas très efficaces dans leur tâche première, à hurler à l'unisson pendant son spectacle ponctué de ridicules cris gutturaux. Assise au bord de sa cahute construite de branchages, la Gornane riait à gorge déployée. « Je n'arrive pas à croire qu'elle parvienne à le trouver drôle. C'est quand même lui qui l'a mise dans ce pétrin. Sans Warsan, elle ne se serait jamais retrouvée coincée ici, loin des siens. Ils ne devraient pas se côtoyer. Il pourrait profiter de sa fragilité, » commenta Annabelle. « Relax, Anna. Inutile de t'offusquer. Je pense qu'elle n'a pas vraiment besoin que tu défendes le droit des femmes Gornan. » railla Jessica. « Et puis, elle est peut-être en train de se moquer de lui. En tout cas, moi aussi, son espèce de danse nuptiale bouffonne me fait rire. » Chris et Rico se bidonnaient, alors que Warsan adoptait une posture qui ressemblait étrangement à la fameuse position de la grue qu'enseignait le maître Miyagi à Daniel dans le film Karate Kid. C'est vrai que Warsan n'est pas bien méchant. Ce n'est pas comme s'il lui avait voulu du mal. Il était juste secrètement amoureux d'elle et a cherché à la protéger, ajouta Eric. Maintenant, ils sont tout seuls de Gornan ici, en attendant qu'on prenne la décision de les renvoyer chez eux. Tant mieux s'ils s'entendent bien, non? Milan Radostny, lui, regardait le curieux spectacle avec le même dédain qu'il pouvait manifester à l'égard de Tom. Il n'avait jamais témoigné le moindre signe d'amitié pour l'adolescent, et il était bien difficile de savoir si le reportage présenté quelques jours auparavant avait changé quoi que ce soit dans la considération qu'il avait pour son compagnon de classe. D'ailleurs, en observant ses amis, Tom fut heureux de constater que rien n'avait réellement changé dans leur attitude envers lui. « Jack m'a demandé de vous dire de rentrer. Le cours va reprendre dans 2 minutes, et on dirait qu'on va parler des cités fantômes, » annonça Nina. Tom était intrigué par cette expression, « cité fantôme », qu'il se souvenait avoir déjà entendu 1 fois ou 2. Il lui tardait d'en entendre parler. « Alors, qui peut me dire ce que sont les cités fantômes ?» questionna Jack, debout devant le groupe. « Des ruines, rien que des ruines, » lança Milan, avec l'enthousiasme d'une dinde à l'action de grâce. « Quelqu'un d'autre aurait une réponse moins insignifiante ?» demanda Jim, en grimaçant. « Ce sont des lieux abandonnés par les humains
que les créatures se réapproprient de façon permanente ou plus ou moins occasionnelle. Énonça Annabelle. Bien, très bien, fit Jack, satisfait. C'est bien ce que je disais, des ruines, marmonna Milan à mi-voix. Ce sont simplement des villages abandonnés, des maisons désertées? Interrogea le jeune Jimmy. Oui, confirmèrent à l'unisson Jack et Jim. Mais alors, pourquoi on les appelle les cités fantômes? S'enquit Jimmy. C'est une question légitime, admit Jack. C'est vrai, parfois ce ne sont que quelques édifices abandonnés, ou que des maisons de campagne et des granges qui tombent en ruine. Mais pour bien des créatures, ce sont des lieux incroyables, continua Jim. Il s'agit évidemment d'une reprise de la dénomination « village fantôme », mais sous l'angle des créatures. De leur point de vue, quelques maisons délaissées constituent une véritable cité. Ce sont des refuges attirants, et même des endroits où il fait réellement bon vivre, où on peut se cacher, s'abriter des intempéries. Les créatures, pas plus que les humains, ne souhaitent guère se retrouver dehors sous une pluie battante ou dans une tempête de neige. Et puis, souvent il y a encore des puits avec de l'eau potable. Saviez-vous que plus de la moitié des créatures vivant sur le territoire américain ont des yeux situés à moins d'1 mètre du sol? Indiqua Jack. Souvenez-vous de quand vous étiez enfant, à quel point le monde paraissait plus grand, plus impressionnant. De plus, l'immense majorité d'entre elles ne se construisent pas ce que l'on pourrait appeler de véritables habitations. Ce n'est pas toutes les créatures qui possèdent le savoir-faire et l'ingéniosité de nos congénères, ajouta Jim, en vantant ses semblables Sasquatch. Et puis, les créatures, tout comme les humains, ont tendance à comparer les choses, reprit Jack. Comparer et évaluer, voilà des actions que fait régulièrement notre cerveau. Ce sont des réflexions plus ou moins saines, selon le sujet et le but. Inutile d'expliquer que si vous comparez constamment vos richesses à celles de votre voisin, ce ne sera pas une utilisation remarquable des brillantes capacités de votre cerveau. Le recours à la comparaison est très ancien et bien ancré en chacun de nous. La comparaison et l'évaluation sont des facultés qui ont servi à jeter les principes de base du troc et du commerce. « Je crois que tu t'égares, frangin », coupa Jim. Tout cela pour dire que pour vous qui connaissez les grandes villes, par comparaison, un petit village abandonné ne représente certainement pas l'idée que vous vous faites d'une cité. Mais vous n'évaluez pas les choses de la même manière que les créatures, qui, pour la plupart, ne mettront jamais les pieds dans une ville. Pour elles, ce sont d'étonnantes cités fantômes. De plus, bien des créatures sont superstitieuses et croient aussi à toutes sortes de formes de vie après la mort. Par conséquent, une part des individus qui fréquentent ces endroits considèrent que les âmes des humains qui ont vécu dans ces maisons y subsistent encore. Parfois, c'est pour protéger ceux qui s'aventurent dans ces lieux, d'autres fois pour les hanter. Et puisque l'une des missions fondamentales de l'agence est de chercher à être proche des créatures, de toujours tenter de les comprendre, il nous faut et il vous faut adopter leur point de vue, conclut Jack. Mais ces endroits ne sont-ils pas parfois visités par des gens? Interrogea Nina, intriguée. Certes, cela arrive de temps à autre, admit Jack. Mais les créatures se font rarement surprendre. Elles sont prudentes et savent se fondre dans le paysage. Elles sont aussi à peu près toutes pourvues d'un odorat, d'une ouïe et d'une vision nocturne supérieure aux vôtres. C'est assez pratique pour vous sentir, entendre et voir venir. Et lorsque, malgré tout, des créatures sont exceptionnellement aperçues par des adeptes d'exploration de lieux laissés à l'abandon, cela donne simplement naissance à quelques vulgaires légendes urbaines. Ah, tout à fait. C'est d'ailleurs ainsi que de bon nombre de ces endroits ont acquis la réputation d'être hantés. Lorsqu'il entrevoit quelque chose de mystérieux dans la nuit, ou quand un bruit inexpliqué retentit dans un vieux manoir décrépit, l'humain saute rapidement aux conclusions incongrues. Les fantômes n'existent pas, mais les créatures, oui. Renchérit Jim. Ces cités fantômes servent fréquemment de refuge à des créatures solitaires, rejetées ou recherchées et en cavale.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'agence tient à maintenir au moins un petit nombre d'intervenants attitrés à ces endroits. Cela permet, entre autres, de garder un contact minimal avec quelques créatures prêtes à s'acquitter d'un rôle d'informateur pour nous. Les murs de ces maisons délabrées ont des oreilles, et parfois ces oreilles aiment ensuite passer le relais à la bouche pour qu'elles racontent à quelqu'un ce qu'elles ont entendu. Nous avons alors tout intérêt à être là pour écouter, expliqua Jack. Oui, parce que comme dans les villages du Far West, de temps à autre, un hors-la-loi vient pointer son nez. Mais ce n'est pas un cow-boy, c'est une créature, et elle peut être dangereuse. Vous êtes comme des shérifs ou des marshals fédéraux qui doivent la coincer et la traîner devant la justice. Énonça Jim lentement, et d'une voix inquiétante, tout en imitant la célèbre démarche du flingueur de Lucky Luke. Il y a près de 4000 villages abandonnés aux États-Unis, et nous avons répertorié plus de 3000 autres sites délaissés par les humains ayant déjà servi d'abri à des créatures au cours de la dernière décennie. Bien sûr, ce chiffre est sans doute bien en deçà de la réalité. Avec quelques dizaines d'agents dont la tâche principale est de visiter régulièrement ces endroits, Jack prit soin de mettre entre guillemets le mot avec ses doigts. Il va de soi que nos effectifs sont très insuffisants pour couvrir tout le territoire. Usines inoccupées, 6 en marge de la ville, fermes et manoirs inhabités à la campagne, sont donc du nombre de quelques 7000 cités fantômes américaines, connues et représentées ici, précisa Jim, en déroulant devant ses élèves une carte géante des États-Unis. Qu'est-ce qu'indiquent les différentes couleurs de points sur cette carte? Demanda alors Tom. C'est une excellente question, répondit Jack. En rouge, ce sont les points dits chauds, des endroits où l'on retrouve régulièrement des créatures. Les points orange désignent les lieux où leur présence est occasionnelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.